Bonjour et bienvenue à cette présentation sur le monde Nahua mexicain. Alors, comme vous le voyez ici à l'écran, je vais vous présenter aujourd'hui la première partie de cette conférence qui est consacrée au monde aztèque. Et il y aura une deuxième partie qui, elle, sera consacrée à la cité de Teotihuacan. Alors, c'est tout à fait volontaire de ma part de vous présenter ce monde Nahua en deux parties distinctes, mais surtout de le faire, je dirais, presque à l'envers, puisque je vais vous parler d'abord de cette culture aztèque qui est la culture la plus récente que l'on connaisse, puisque c'était la culture présente au moment de l'arrivée des Espagnols, et ensuite on reviendra en arrière donc pour parler de Teotihuacan et pour mieux comprendre en fait ce qu'était la cité de Teotihuacan, eh bien vous verrez qu'il faut se référer à cette culture plus tardive que l'on appelle donc les Aztèques. Alors les Aztèques appartiennent en fait à un monde qui est le monde Nahua, dont je vais maintenant vous dresser quelques lignes. Voilà sur cette carte ici, l'occupation réalisée par les Aztèques au cours du temps et une photographie en fait de leur position politico-religieuse au moment de l'arrivée des Espagnols, à savoir que les Aztèques ont, en moins de 100 ans, construit un véritable empire. Vous voyez, la zone en rose ici représente en fait tous les territoires qui ont été conquis au fil du temps par les Aztèques, et au milieu, vous avez une petite étoile qui vous montre, trois petites étoiles, mais la principale, c'est celle de México Tenochtitlan, qui est leur capitale d'empire. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi est-ce que l'on a un nom composite, puisqu'à l'heure actuelle, bien sûr, il s'agit simplement de la ville de Mexico, qui est la capitale du Mexique actuel. Et vous voyez qu'il y a deux autres petites étoiles à côté, Texcoco et Tlacopan, qui sont deux villes situées à l'époque préhispanique à côté de México Tenochtitlan et qui vont être des alliés de la ville en question. Mais ça, je vais vous en reparler aussi tout de suite. Voilà une petite carte qui vous montre ici la disposition du lac de Texcoco, qui est ce fameux lac sur lequel les Aztèques vont construire leur capitale d'empire. Vous voyez la petite étoile blanche qui désigne l'emplacement de cette capitale d'empire. Le lac à l'heure actuelle n'existe plus, il a été recouvert par l'expansion et l'urbanisation galopante de la ville actuelle de Mexico. Il n'en reste plus qu'une petite entité dans le sud, mais ce lac a été donc complètement asséchés à l'heure actuelle. Alors, qui sont les Aztèques? D'où viennent-ils? Comment ont-ils réussi en aussi peu de temps à devenir une nation aussi puissante? Alors, nous avons des informations au sujet de leur origine qui nous ont été transmises par les documents de l'époque coloniale et par certains codex, dont celui que je vous montre ici, qu'on appelle le codex Boturini, ou la Tierra de la Peregrinación, qui nous explique, qui nous illustre en fait le passé mythologique et historique des Aztèques. Alors je dis bien mythologique et historique parce qu'en fait la mythologie et l'histoire se mélangent pour raconter l'origine des Aztèques, et il faut souvent trier un petit peu les informations pour retrouver ce qui est de l'ordre de l'histoire et ce qui est de l'ordre de la mythologie. L'image du haut vous présente des petits personnages assis en colonne qui représentent les tribus qui vont à un moment donné se fédérer pour entamer une marche vers le sud et la ville future de México Tenochtitlan. Ces Aztèques, ceux qu'on appelle communément Aztèques, appartiennent à une ethnie plus vaste qu'on appelle les Nahua, qui parlent une langue qui est le nahuatl, TL à la fin, qui elle-même appartient à un phylum linguistique Uto-Aztèque, qui est un phylum très grand, qui regroupe plusieurs langues, donc par exemple la langue des Hopi en Arizona. Donc c'est un phylum linguistique qui regroupe des langues de la partie septentrionale du Mexique. Et il se trouve que ces petites tribus qui vont donc se rassembler à un moment donné étaient des tribus nomades, semi-nomades, qui vivaient dans les steppes désertiques du Mexique, de la chasse, de la cueillette, des récoltes, et qui bougeaient bien sûr beaucoup sur ce territoire. Lorsqu'ils vont se fédérer, ils vont se regrouper autour de leur divinité tutélaire, dont on nous raconte que cette divinité était une divinité guerrière qui s'appelait Huitzilopochtli. Alors c'est des noms un petit peu compliqués parce que la langue nahuatl est une langue agglutinante qui fait des noms très longs, qui se traduit par le colibri de la gauche. Et Huitzilopochtli donc va conduire son groupe, et vous voyez que sur la première image, vous avez des petites empreintes de pas qui vous montrent en fait le glyphe du déplacement, donc du voyage.
Et dans l'image du bas, eh bien, on vous précise un petit peu mieux les choses en vous montrant une cité, vous voyez qu'il y a une petite pyramide avec des petits personnages à côté, qui est une cité lacustre, et un petit monsieur qui est dans une barque avec une rame et qui sort en fait de cette cité, qui va traverser donc le lac pour arriver jusqu'à la rive, et de là, vous retrouvez les petites empreintes de pas qui vont amener à une représentation sous forme de montagne avec une espèce de petite volute dans la partie supérieure. Cette illustration du bas, elle est très importante parce que c'est elle qui nous illustre en fait la sortie des tribus qui, selon le rite, selon la mythologie du moins, proviennent d'une cité qu'on appelle Aslan, qui se traduit en donc un mot nahuatl, qui se traduit par l'endroit de la blancheur. Et Aslan, donc, aurait été, selon la mythologie, la ville d'origine des Aztèques, de laquelle ils seraient sortis pour entamer cette pérégrination vers le sud et vers la lagune de Texcoco. On a une date qui nous montre le départ de cette migration, qui est le petit carré que vous avez au milieu, où il y a un couteau de silex à l'intérieur, avec un petit point circulaire, qui nous donne la date 1 Silex, qui est donc une date qui appartient au système calendarique Nawa, qui veut que les jours soient représentés par un signe et par un chiffre. Donc le chiffre 1 et le signe, c'est le Silex. Maintenant, en faisant leur pérégrination, vous voyez qu'on a ici en fait cette petite montagne qui est en réalité un glyphe toponymique. En Mésoamérique et depuis l'époque olmèque, on va représenter le nom des villes par un symbole qui est une montagne avec un flot d'eau qui souvent s'échappe par la partie basse ou ici est représenté avec une volute et qui se lit en langue nahuatl, Atl pour l'eau, Tepet pour la montagne, donc Tepet, se lit donc le glyphe toponymique. Et par-dessus, souvent, on met une petite tête de personnage, un animal, un mammifère, un oiseau, et on va lire le nom de la ville à partir du nom de l'animal ou de la personne, et ça finit donc par Tepet, qui veut dire montagne, et qui donne le lieu dans lequel on se trouve. Donc ici, on a une migration depuis la ville d'Aslan jusqu'à un glyphe toponymique qui est donné. En fait, toute la Tierra de la Peregrinación nous donne comme ça tout un ensemble de toponymes qui représentent les différents lieux et villes par lesquels les Aztèques vont passer. Et à cette époque-là, on les appelle les Aztèques à cause de la ville d'Aslan. Les Aztecas viennent d'Aslan. Mais on a aussi une version qui nous parle d'une sortie de ces populations d'une grotte, qu'on appelle la grotte de Chicomostoc, qui est représentée dans un codex ici sous forme de fleurs. Vous voyez qu'on a une volute en haut qui évoque aussi la présence d'eau, et dans les différentes alvéoles, eh bien, on a des petits personnages qui sortent de la grotte, et vous voyez qu'on a les empreintes de pas qui se dirigent vers l'extérieur. Donc c'est toute une aventure pour les Aztèques, cette migration qui va durer, alors sûrement plusieurs années, mais là aussi la mythologie et l'histoire se mélangent. Mais on nous raconte donc que les Aztèques arrivent à la ville de Mexico, actuelle de Mexico Tenochtitlan, en tous les cas sur les bords du lac de Texcoco, mais il se trouve qu'à l'époque, eh bien, les bords du lac sont occupés par d'autres populations qui sont là depuis bien plus longtemps que les Aztèques. Et les rapports entre cette population de nomades semi-guerriers, assez agressifs, et les populations sédentaires n'est pas bonne du tout. Et les Aztèques se font rejeter de tous les lieux dans lesquels ils vont essayer de s'implanter. Et finalement, le seul endroit disponible pour eux, eh bien, se trouve être un petit îlot insalubre au milieu du lac, dont personne ne veut, et sur lequel ils vont décider de s'installer. Le codex que je vous montre ici, le codex de Florence, vous montre justement cette implantation symbolique, puisque dans la mythologie, eh bien, on nous raconte que Huitzilopochtli aurait dit aux Aztèques, l'endroit où vous trouverez un cactus avec un aigle planté dessus en train de dévorer un serpent sera le lieu d'implantation de votre future capitale. Donc les Aztèques, à travers les marécages, arrivent sur l'îlot, découvrent cet aigle planté sur un cactus et décident donc d'installer leur ville à cet endroit-là. Mais vous voyez que sur le codex Mendoza à droite, on vous représente le même symbole d'implantation, l'aigle posé sur un serpent, posé sur un cactus, pardon, il n'a pas le serpent dans le bec, mais par contre il a un bouclier avec des lances.
Ce qui montre bien que l'implantation ne s'est pas faite non plus dans la douceur, mais suite à un sacrifice humain. Alors les Aztèques vont être peut-être la tribu qui a enfin l'ethnie qui a le plus pratiqué l'acte sacrificiel en Mésoamérique, mais c'est pas eux qui l'ont inventé. Toutes les populations antérieures le pratiquaient déjà allègrement, mais eux vont en faire une sorte d'arme d'État qui va les aider à imposer leur pouvoir. Toujours est-il que l'implantation se fait par un sacrifice où on va prendre un captif, on lui ouvre la poitrine, on lui arrache le cœur, on balance le cœur dans la lagune et on s'installe à cet endroit-là.